Bonjour, ravi d'être au Brésil avec vous. Alors, bonjour à tous et spécialement merci, professeur Boris, pour nous accepter de bavarder un petit peu avec le Brésil. Je voulais me présenter, je suis Sylviane Abinger, responsable pour l'association Pickler Brésil, et je voudrais introduire aujourd'hui Sandra Cabral, que c'est psychologue et professeure à la faculté d'éducation de la Université fédérale Fluminense à Rio et coordonnatrice de l'Observatoire international Réseau Résilience. Et notre rencontre d'aujourd'hui fait partie de ce 8e cycle de résilience et culture on est ensemble depuis toujours avec les réseaux Pickler Brésil et aussi aujourd'hui avec grand plaisir avec l'école João 23 de Porto Alegre, que c'est une école que j'ai beaucoup d'affection parce que c'était une école où la fondatrice était ma prof, Zila Tota, prof de philosophie, et que j'ai beaucoup appréciée et qu'elle était très importante dans notre ville. Et alors, je voulais présenter ces profs que vont faire partie aujourd'hui de cette réunion avec le professeur Boris. Et alors, je passe en premier moment la parole à Maria Fernanda pour se présenter au professeur Boris. Et à la fin, je laisse Sandra présenter les professeurs. Alors, Maria Fernanda. Oui, bonjour, je suis Maria Fernanda, je suis psychologue et je travaille dans l'établissement scolaire João 23 et dans mon cabinet. Je travaille avec les jeunes élèves et les professeurs. Je suis vraiment très contente de vous avoir avec nous. Ça représente beaucoup pour moi et je suis sûre que ça comptera beaucoup pour notre communauté. Bonjour, je suis Bruna, je suis psychologue, je travaille avec des enfants dans le système de santé publique et dans mon bureau. J'ai commencé mon doctorat en éducation et je fais partie du GEP, qui est un groupe d'études en psychologie et en éducation. Bonjour, professeur Cyrulnik. Je m'appelle Guy, je suis professeur de biologie et sciences à l'école João 23, ici à Porto Alegre. Et je suis très heureux pour être votre élève aujourd'hui. Merci pour nous donner cette brillante leçon. Et je lis votre livre pendant ces vacances et j'aime votre pensée. Je pense que ce n'est pas nécessaire, mais quand même, on va le faire. Boris Cyrulnik est neuropsychiatre, éthologue, et il est professeur associé à l'Université de Toulon, où il mène un groupe de recherche sur l'éthologie clinique. Il a écrit des dizaines d'ouvrages sur ce qu'il appelait l'éthologie humaine, sur la communication préverbale, les interactions précoces, et la construction de l'attachement, basée sur l'idée qu'on a besoin de l'autre pour être soi. Ça, en plus de son vaste travail sur la résilience. Nous sommes très ravis d'être là encore une fois pour une nouvelle rencontre. Comme on a fait plusieurs années, comme a dit Sylvia, au Brésil et en France, toujours associé à des penseurs, des travailleurs et des chercheurs dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture et de l'art.
comptons toujours sur le partenariat de Sylvia. Et cette fois, nous sommes ici de Niterói, de Porto Alegre, de Toulon, pour vous entendre parler du plaisir d'apprendre. Bon, merci d'avance, Boris, et on vous écoute. Merci de m'avoir invité chez vous au Brésil, ce beau pays que j'aime beaucoup. Et je suis impressionné de voir tant de Brésiliens qui parlent un français aussi bon. J'aimerais beaucoup parler aussi bien que vous, le portugais, avec l'accent brésilien qui est encore plus joli. Alors, je vais vous proposer une notion parce que au ministère de l'Éducation en France, on a réfléchi à la manière d'enseigner aux enfants. Est-ce qu'il faut, comme en Allemagne, comme au XIXe siècle en Europe, est-ce qu'il faut brutaliser les enfants pour améliorer leurs apprentissages ou au contraire, est-ce qu'il faut les sécuriser pour améliorer leur plaisir d'apprendre? C'est donc une attitude éducative et épistémologique qui a des conséquences neurologiques, affectives et scolaires. Or, aujourd'hui, le nouvel organisateur des classes sociales, c'est le diplôme. Un enfant qui est capable d'acquérir un diplôme aura un métier et pourra se socialiser, alors qu'un enfant qui ne peut pas, qui a du mal à apprendre, va mal se socialiser et même il va se désocialiser. Alors qu'il y a 2 générations, le diplôme n'avait pas l'importance qu'il a aujourd'hui. On faisait du social avec son corps, les femmes faisaient du social avec leur ventre, il s'agissait pour elles de mettre au monde le plus d'enfants possible, et les hommes faisaient du social avec leurs bras. Les prolétaires travaillaient dans les usines, dans les mines de charbon, en louant leurs bras à des propriétaires. Cette manière de socialiser n'existe pratiquement plus, et maintenant, on se socialise avec l'art de comprendre, l'art de la parole qui permet d'acquérir des diplômes. C'est donc une véritable nouvelle manière de se socialiser. Une des premières à travailler sur ce thème, ça a été Mary Ainsworth, qui travaillait avec John Bowlby et qui a montré que un enfant sécurisé, très tôt, dans les premiers mois de sa vie, était un des premiers à accéder à la parole. Et on a maintenant poursuivi les travaux à l'Université de Toulon et avec les linguistes et les neurologues de l'Université d'Aix, et on montre que beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait, parler à un bébé, c'est stimuler son lobe temporal gauche. Et que bavarder, jouer avec un bébé, pour lui, c'est un événement important, c'est un événement affectif. Et si la mère ou la figure d'attachement principale, c'est-à-dire la mère, le père, on défend maintenant l'idée que les pères ou le deuxième parent intervient beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait dans le façonnement cérébral de l'enfant. On sait que lorsque Guylaine Dehaene, qui est qui fait de la neuroimagerie, nous a montré des images où, lorsqu'on parle, on s'adresse à un bébé âgé de 2 à 4 mois, on voit son lobe temporal gauche consommer de l'énergie. C'est-à-dire que le bébé répond par un travail de ses neurones à gauche. Et si on lui parle longtemps, on voit que progressivement, cette zone s'étend et tout le lobe temporal, qui était la zone des sons, devient progressivement la zone du langage. C'est-à-dire que parler à un bébé, c'est circuiter son lobe temporal gauche jusqu'au moment où, vers l'âge de 3, dans la 3e année, il deviendra capable d'apprendre les mots de sa langue et de communiquer lui-même grâce au langage verbal.
Mais avant, pendant 2 ans et même pendant la grossesse, on s'est rendu compte qu'il fallait sécuriser la mère pour qu'une mère sécurisée devienne sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Donc, c'est un mode de raisonnement écosystémique, c'est une écologie de la psychologie qui montre que si on veut que l'enfant se développe bien, il faut offrir politiquement, éducativement aux femmes enceintes et aux jeunes mères des conditions sécurisantes avec le mari, avec la famille, avec la culture. Donc, ce sont des décisions éducatives et politiques qui permettent aux femmes enceintes de transmettre ce bien-être au bébé. Et les travaux sur l'épigenèse montrent qu'une femme stressée, quelle que soit la cause du stress, ça peut être sa propre histoire, ça peut être son mari, la violence conjugale, où les hommes sont plus doués pour la violence que les femmes, puisqu'on voit que dans la violence conjugale, c'est plus de 80% des hommes contre 10 à 15% des femmes. Et on voit que lorsqu'une femme est stressée, quelle que soit la cause, mais c'est beaucoup aussi la précarité sociale qui stresse les femmes enceintes, ou la guerre, bien sûr, qui stresse les femmes enceintes. Or, une femme enceinte stressée augmente la sécrétion de son cortisol et des catécholamines, c'est-à-dire les hormones biologiques du stress. Et lorsque ce stress est continu, chronique, ces hormones, ces substances du stress finissent par franchir la barrière du placenta. Et on a montré à Toulon, avec Minkowski, quand il venait travailler avec nous, que le bébé, lorsque la mère parle, les basses fréquences de sa voix sont très bien transmises par le corps et par le liquide amniotique et viennent stimuler la bouche et les mains du bébé. C'est-à-dire que lorsque la mère stressée parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte, qui déglutit plusieurs litres de liquide amniotique par jour, sauf que quand la mère est stressée, il déglutit un liquide amniotique rempli de substances du stress qui abîment son cerveau et particulièrement qui abîment les circuits limbiques cérébraux, le socle neurologique de la mémoire et des émotions. Ce qui revient à dire que lorsque la mère est malheureuse, et je souligne ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la mère, c'est le malheur de la mère qui transmet des substances du stress qui abîment le cerveau de l'enfant. Et l'enfant va arriver au monde avec des altérations cognitives qui vont ralentir tous ses apprentissages. Si j'arrête mon exposé à ce moment-là, Sandra va m'assassiner. Donc je vais vite ajouter une phrase pour dire que dès qu'on sécurise la mère, elle offre au bébé une niche sensorielle sécurisante et le bébé rattrape son retard en quelques jours ou en quelques semaines. On a fait à Toulon des électroencéphalogrammes aux bébés de mères stressées, quelle que soit la cause du stress. Tous ces électroencéphalogrammes étaient altérés. Il y avait une avance au sommeil paradoxal, le sommeil d'alerte, qui est un effort biologique du cerveau très coûteux. Lorsque cette avance au sommeil paradoxal ralentissait les phases lentes qui stimulent la base du cerveau, qui stimulent l'hormone de croissance et les hormones sexuelles. Donc le bébé est fatigué parce que sa mère est malheureuse. Dès que la mère ou dès qu'un substitut maternel sécurisait la femme enceinte, on voyait que le sommeil paradoxal reculait, que les ondes lentes réapparaissaient et en une ou 2 nuits, le bébé recommençait à sécréter les hormones de croissance et les hormones sexuelles nécessaires à sa croissance. Donc,
Plus que jamais, on a la preuve électrique et hormonale qu'une femme enceinte sécurisée par son mari, sa famille, la culture, devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte et le bébé va arriver au monde avec tout ce qu'il faut pour apprendre. Donc cette manière, cette épigenèse montre que on peut très bien acquérir pendant la grossesse, alors qu'on n'est pas encore né, l'épigenèse démontre qu'on peut acquérir des facteurs de vulnérabilité si la mère est stressée ou des facteurs de protection si la mère est entourée. Donc les décisions sont essentiellement, je le redis volontairement, éducatives et politiques. Certains enfants arrivent au monde avec une vulnérabilité acquise, c'est-à-dire que ces enfants, les deux lobes préfrontaux sont altérés. Et quand j'étais en Roumanie avec Adalberto Barreto, que Sandra connaît bien, puisqu'il est professeur à Fortaleza, et après la chute du mur, on avait vu ces enfants qui avaient été abandonnés, isolés par la pensée criminelle de Ceausescu, qui voulait faire travailler les femmes 14 heures par jour de façon à rembourser la dette, et il n'avait aucune institution pour s'occuper des bébés pendant que les femmes travaillaient 14 heures par jour. J'ai vu avec Adalberto, on a vu ce qu'on a appelé faussement des orphelinats. Il y a des orphelinats qui font très bien leur travail, mais là, ce n'était pas des orphelinats, c'était des mouroirs. Ces enfants étaient abandonnés et personne ne leur parlait. Ils avaient une gamelle de soupe par jour et un coup de jet d'eau par mois. Personne ne leur parlait. Ils étaient très altérés et ils ne manifestaient que des activités auto-centrées, balancement, auto-agression à la moindre émotion. Lorsque j'ai demandé des scanners, tous ces enfants avaient une atrophie bifrontale, une atrophie des deux systèmes limbiques et une hypertrophie des deux amygdales rhinencéphaliques, parce qu'une des fonctions du lobe préfrontal, c'est d'inhiber l'amygdale, qui est le socle neurologique des émotions insupportables. Pour des raisons politiques, ces enfants avaient été abandonnés affectivement et placés en isolement sensoriel très important. Leur cerveau avait une grave dysfonction et ces enfants avaient tous acquis un énorme facteur de vulnérabilité. Ils éprouvaient toute rencontre comme une agression. Et on n'avait pas compris, on était là, on avait voulu aider ces enfants, donc on leur souriait et on leur tendait les bras. Ce qui, dans un monde d'enfants abandonnés, sourire, c'est montrer les dents, tendre les bras, c'était pour les frapper. Ils interprétaient notre désir de les aider, ils interprétaient comme une intention de les agresser. Et ils avaient peur et ils s'auto-agressaient eux-mêmes. On a suivi avec Violeta Stan et Șerban Ionescu, qui sont roumains. Il y avait 200 000 enfants. 100 000 enfants ont été bien récupérés par les Roumains qui ont sécurisé, qui leur ont offert un environnement sécurisant. Et ces enfants ont recommencé la reconstruction cérébrale et les résonances magnétiques faites actuellement par Nelson et Zina, deux Américains, montrent que la reconstruction cérébrale se fait souvent, mais pas toujours, lorsque les enfants ont été isolés intensément et durablement, et surtout précocement. La reconstruction cérébrale est difficile à faire et la résilience est de mauvaise qualité. En revanche, quand l'isolement a été un peu plus tardif, quand est moins intense, offrir à ces enfants une nouvelle niche sensorielle sécurisante
a permis une reconstruction cérébrale de bonne qualité et ces enfants ont acquis le plaisir d'apprendre. Mais ça se passe aussi dans une relation, c'est-à-dire que là maintenant je vais terminer les minutes neurologiques et je vais rentrer maintenant dans les minutes relationnelles. Lorsqu'on établit avec ses enfants, lorsqu'un éducateur, professeur, famille, le père, un substitut affectif de la mère, établit avec ses enfants, poursuit une relation sécurisante, les enfants changent la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est le modèle interne opératoire. Lorsqu'un enfant est abandonné, il s'attend à être abandonné. Lorsqu'un enfant est maltraité physiquement ou sexuellement ou verbalement par des insultes ou des phrases de mépris, il s'attend, ça s'inscrit dans sa mémoire biologique et il s'attend à être à nouveau battu, agressé sexuellement ou insulté. Il s'identifie à ce que son environnement a imprégné dans sa mémoire. Or, lorsqu'on fait, comme on le fait avec l'Université d'Aix en Provence, dans le sud de la France, lorsqu'on fait un suivi longitudinal de ces enfants, on se rend compte que les enfants qui se développent dans une niche sensorielle structurée par une mère sécurisée, par la présence d'un père, par une famille ou par un substitut de 6 à 8 personnes, parce que John Bowlby, dans son rapport à l'OMS, a dit dès 1950, le système familial le plus protecteur pour un enfant, c'est un système familial à multiples attachements. Pas d'attachement, c'est l'atrophie cérébrale. Trop d'attachement, comme dans certaines institutions, c'est pas d'attachement parce qu'il n'y a pas de figure d'attachement et dans les deux cas, les enfants se développent mal. En revanche, quand il y a une niche sensorielle composée de 6 à 8 personnes, les enfants sont bien stimulés neurologiquement, affectivement, comportementalement, et lorsque ces enfants sont suivis, en France, ils entrent en maternelle à l'âge de 3 ans. On a évalué qu'un enfant sécurisé entre en maternelle avec un stock de 1000 mots, alors que, à l'inverse, un enfant insécurisé entre en maternelle à l'âge de 3 ans en France avec un stock de 200 mots. Devinez lesquels vont devenir bons élèves. C'est-à-dire que ceux qui ont 200 mots ne vont pas comprendre les consignes, ils vont être humiliés par leurs petits camarades de classe qui, eux, vont jouer à l'école, vont jouer à apprendre, vont jouer à chanter, vont jouer. Ils vont être, ces enfants à 200 mots vont être humiliés, ils vont apprendre à détester l'école et ils vont être malheureux à l'école et abîmer l'ambiance de l'école parce qu'ils vont devenir insupportables, parce qu'ils seront malheureux. Donc ça veut dire que il y a une niche sensorielle qui permet qu'on a la responsabilité d'organiser de façon à ce que l'enfant puisse se débrouiller comme il veut. Et j'ai présidé en France la commission des 1000 jours qui a remis au président Macron un rapport où le père intervient de plus en plus précocement. En France, après notre rapport, le Sénat a voté un long congé paternel de façon à ce qu'il soit près de la mère, de façon à ce qu'il partage les tâches éducatives et on a constaté qu'on a évalué que l'enfant ouvre son monde mental en s'attachant bien sûr à sa mère et à une autre figure d'attachement qu'on appelle le père, même si la définition du père est étonnamment différente selon les cultures. Il faut que ce soit une autre figure d'attachement que la mère, qui est inévitable puisque c'est elle qui porte les enfants. Il faut qu'il y ait une autre figure d'attachement qui, dans notre culture occidentale, on pense, on croit que le père, c'est l'amant, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de cultures africaines
qui dissocie l'amant, qui n'est pas le père, et le père, qui n'est pas l'amant. Et le père, dans beaucoup de cultures africaines, c'est le frère de la mère, c'est-à-dire celui que nous, on appelle l'oncle maternel. Il y a une deuxième figure d'attachement, cet homme désigné par la société pour être responsable de l'enfant, pour entourer la mère, pour éduquer l'enfant et s'y attacher, c'est le père, alors que ça n'a jamais été l'amant. Donc là, il y a des contresens entre les cultures et il y a beaucoup d'autres manières d'être père dans notre propre culture occidentale. Il n'y a pas longtemps encore, le père était chef de famille et n'était jamais dans sa famille. C'est-à-dire que c'est les mères qui faisaient tout ce qu'il faut dans la famille pour s'occuper des enfants, pour s'occuper du mari qui, quand c'était un ouvrier, travaillait 12 à 15 heures par jour, mais le père, chef de famille, n'était jamais dans sa famille. En France, c'est le code Napoléon qui, en 1802, avait créé cette fonction de père, chef de famille. Et le père, chef de famille, a été assassiné en France en 1974 par les féministes qui ont remplacé par la responsabilité parentale. Donc cet assassinat a été un progrès puisque maintenant c'est le père et la mère qui sont responsables de l'éducation. Donc il est normal que les pères aient des congés paternité pour entourer leur femme, pour entourer le bébé et tout le monde s'en porte mieux. Et là, on s'est inspiré du Brésil pour proposer en France une réforme qui est la semaine du bébé. Lorsque j'étais avec Sandra et Wendland à Brasilia, j'avais appris que déjà les Brésiliens faisaient la semaine du bébé où une fois par an, ils font le bilan des découvertes neurologiques, psychologiques, sociales, politiques, éducatives, et ça permet tous les ans de faire le bilan. Merci le Brésil. À partir de l'an prochain, on fera nous aussi notre semaine du bébé. Alors, donc ça veut dire que je suis en train de tenir un raisonnement écosystémique, alors que notre empreinte par Descartes nous avait appris à tenir une cause provoque un effet. Et là, c'est une convergence de causes qui provoque un effet bénéfique ou maléfique, résiliable ou non résiliable. Et on voit que c'est un autre mode de raisonnement, c'est plus une causalité linéaire, c'est une convergence de causes où plusieurs disciplines doivent s'associer. Et à ce moment-là, on arrive à des évaluations comportementales. Je vais à nouveau citer Mary Ainsworth, qui au 10e mois rend observable par des études de comportement standardisées que probablement vous connaissez tous, la situation de la strange situation, de la situation avec un inconnu, qui permet de dévoiler comment l'enfant surmonte son stress. Je le redis pas, je pense que tout le monde est au courant, mais un enfant qui a été sécurisé, quand sa mère s'en va, il a un stress, et quand sa mère revient, il se blottit contre sa mère pour surmonter son stress. Il y a même un rebond d'attachement. Or, c'est 70% des cas, quelle que soit la culture, à 10 mois, 70% des enfants préverbaux, avant la parole, ont acquis ce comportement qui les rassure. Ils savent se rassurer contre le corps de leur mère ou contre le corps d'une figure d'attachement qui peut être le père, qui peut être une grand-mère, qui peut être quelqu'un de familier, c'est-à-dire inscrit dans la mémoire de l'enfant. En revanche, 30% des enfants à l'âge de 10 mois n'ont pas acquis ce comportement de recherche de sécurité. Et ces enfants-là, pour des raisons variables, ça peut être une maladie, ça peut être un accident. Lorsqu'on a fait des études à Toulon lorsque les deux parents étaient maltraitants, 90% des enfants avaient acquis un attachement insécure à l'âge de 10 mois. Lorsque un parent était maltraitant et l'autre sécurisant, 60% des enfants avaient acquis un attachement insécure. Mais lorsque les deux parents
étaient motivés, sécurisants et dévoués pour leurs enfants, 30% des enfants avaient quand même acquis un attachement insécure, ce qui veut dire que même quand les deux parents désirent bien faire leur métier de parents, eh bien, il y a quand même 30%, il y a quand même des enfants qui ont du mal à acquérir ce comportement de recherche de sécurité, parce qu'il y a sûrement d'autres variables qui nous ont échappé et des variables invisibles qu'on n'a pas encore su explorer. Donc, ça veut dire que lorsqu'un enfant est insécure, il ne sait pas chercher cette sécurité, même si ses parents lui offrent, même si ses parents lui offrent, il ne sait pas chercher cette base de sécurité dont il a besoin pour continuer à se développer. Et parmi ces enfants, on note un net retard de la parole. Qu'on sait chiffrer, puisque maintenant on sait qu'on connaît le nombre de mots qu'un enfant doit avoir acquis. À 10 mois, il y a déjà des enfants qui comprennent 10 mots. À 20 mois, il y a déjà des enfants qui comprennent 50 à 100 mots. Et à 3 ans, en maternelle, comme je le disais tout à l'heure, certains enfants savent parler et manipulent 1000 mots et d'autres parlent mal et manipulent 200 mots. Or, on voit que les enfants insécures, surtout les évitants, se tiennent en périphérie. Et lorsqu'ils arrivent, lorsqu'il y a le père, la mère, une base de sécurité, le professeur des écoles, ces enfants, au lieu de s'approcher près du professeur des écoles pour aller chercher la base de sécurité, ces enfants se tiennent à distance et qu'ils se mettent eux-mêmes en disposition spatiale de mal apprendre à parler, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, donc ils ne savent pas aller chercher la sécurité, donc ils apprennent moins de mots que les enfants qui ont confiance en eux, qui osent parler, qui sollicitent des réponses, et donc, sans le faire exprès, la mère, le professeur des écoles, l'éducateur apprend à parler à l'enfant en jouant avec lui. C'est donc dans le plaisir de l'interaction pour l'adulte et pour l'enfant que l'enfant améliore sa performance de langage et apprend les mots et les règles de grammaire. Or, avec Daniel Stern, on avait rendu en Suisse, à Genève, on avait rendu observable que ces enfants insécurisés se mettaient eux-mêmes en disposition spatiale de mal apprendre à parler, alors qu'un enfant qui a confiance en lui, avant même de savoir parler, a déjà acquis les tours de parole. L'enfant arrive, il a 10-12 mois, il ne parle pas encore, et pourtant déjà, il adresse un babil à sa mère ou au professeur ou à la figure d'attachement. Il se met à babiller. Et quand à Toulon, on a enregistré le babil des enfants, on sait qu'à la fin du babil, il y a une musique des mots, une prosodie, qui fait que l'adulte comprend que l'enfant va se taire et lui céder la parole. Et l'adulte, donc sans que l'enfant va lui donner la parole, l'adulte parle, l'enfant se tait, il est très attentif à ce que dit l'adulte, même s'il ne comprend pas les mots, mais avant la parole, il y a déjà un tour de parole qui se met en place, qui organise une relation verbale sécurisée, autonome, et qui donne à chacun la possibilité de s'exprimer. Favez Elisabeth Fivaz, à l'université de Lausanne, a fait une observation magnifique qu'elle a publiée dans le triangle primaire. Je ne sais pas si c'est traduit en portugais. C'est un très joli livre avec une situation expérimentale qui est partie de Marseille, où le bébé, c'est moi, est au milieu avec la mère et le père de chaque côté. Et elle donne pour consigne aux parents de bavarder et de raconter simplement qu'est-ce que vous avez fait dimanche dernier. Le père parle, le bébé qui a 10, 15 mois est très intéressé par non pas le contenu des mots de son père, mais par l'acte de parole, la musique des mots paternels. Le bébé regarde et écoute son père. Puis le père donne la parole
à sa femme, le bébé tourne la tête et les yeux en direction de sa mère, et quand les parents effectuent un tour de parole autour d'eux, le bébé est très intéressé par ce que dit l'un et l'autre. Et on voit que lorsqu'on a fait cette observation avec Michel Delage, on l'a refaite à Toulon, et on voit que lorsqu'il y a un trouble dans le couple parental, eh bien, le bébé s'oriente de préférence vers un parent et ne perçoit et moins vers l'autre. Par exemple, j'avais demandé dans le service hospitalier, je travaillais à l'hôpital de Toulon où j'étais neurologue, et j'avais demandé au service d'obstétrique de noter la première phrase quand on présentait le bébé à sa mère tout de suite après l'accouchement. La plupart du temps, ces phrases sont des phrases d'accueil, gentilles, charmantes, et c'est des phrases de bienvenue. On inscrit le bébé dans une filiation. Alors, par exemple, il est beau comme Jésus. Si on est chrétien, c'est une phrase d'accueil. Ou, par exemple, il a des grands pieds. Il sera footballeur comme son père. Voilà, ça aussi, c'est une phrase d'inscription dans une filiation. Mais parfois, on notait des phrases tragiques. Par exemple, on avait noté une phrase, le père entre pour faire la connaissance de son bébé, sa femme, qui vient de mettre au monde un bébé fille, dit à son mari, va-t'en, laisse-nous. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce père qui ne veut pas prendre sa place de père? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette femme qui empêche son mari de prendre sa place de père? Quand on a fait l'observation inspirée par Elisabeth Fivaz avec le triangle bébé, père, mère, le bébé regardait pratiquement que sa mère et déjà le père ne marquait pas son empreinte dans le psychisme du bébé en cours de développement. Sa niche sensorielle était déjà désorganisée par la désorganisation affective du couple parental. Et cette désorganisation se traduit par une empreinte cérébrale différente. Le bébé entend mieux les mots de sa mère et se désintéresse et entend moins bien les mots de son père. L'empreinte affective n'est déjà plus la même alors que le bébé ne parle pas encore. Alors, dans cette sémiologie comportementale montre qu'on peut agir éducativement et populationnellement. Et dans la commission des 1000 jours que j'ai présidée, il y avait une Québécoise et il y avait la ministre de Finlande qui nous a beaucoup appris de choses. Parce que les pays d'Europe du Nord, la Finlande, où j'ai travaillé un peu, et tous les pays d'Europe du Nord ont fait leurs réformes inspirées par les découvertes de l'attachement sur le plaisir d'apprendre. Et ils ont des principes très simples. Retarder le développement de l'enfant, ne pas le faire courir, ne pas l'accélérer. Il n'y a pas de notation avant l'âge de 11 ans. À l'école, lorsqu'un enfant ne comprend pas, le professeur des écoles ne met pas de notes et ne met même pas de lettres A, B, C, D comme on le fait en France. Il dit à l'enfant, tu n'as pas compris aujourd'hui, mais tu comprendras demain. Ce qui fait que ce n'est pas angoissant pour l'enfant. Et effectivement, les apprentissages comportementaux et verbaux et intellectuels des enfants ne se font pas de manière linéaire. Ils se font comme une marche d'escalier. C'est-à-dire qu'un enfant peut très bien être en retard à l'âge de 4 ans et en avance à l'âge de 4 ans et demi. Ça dépend de ce qui s'est passé dans son foyer. Si le père est chômeur, s'il y a eu une maladie, si l'enfant a été malade, s'il y a eu un accident de la vie, l'enfant très rapidement prend du retard. Si on lui dit, écoute, tu as un retard aujourd'hui, mais tu n'es pas en retard, mais ça ne fait rien, tu apprendras demain, eh bien c'est ce qui se passe. Il se calme, il est sécurisé et il apprend demain. Le résultat de ce ralentissement
des enfants dans tous les pays d'Europe du Nord, c'est qu'en 10 ans, l'évaluation a été faite 10 ans après les réformes, diminution des suicides d'adolescents, 40% en moins 10 ans après. Disparition pratiquement totale de l'illettrisme. En France, selon les quartiers, dans les quartiers riches, 6 à 8% des enfants sont illettrés. Dans les quartiers pauvres, c'est 12 à 15% des enfants illettrés en France, un pays théoriquement riche et cultivé. Et surtout, dans tous les pays d'Europe du Nord, étonnante disparition de la psychopathie, c'est-à-dire de ces enfants, les garçons plus que les filles, qui ne savent pas contrôler leurs pulsions, qui passent à l'acte et qui fournissent un grand nombre de petits délinquants ou quand j'étais enfant, on appelait ça les gosses mal élevés. Maintenant, on appelle ça les psychopathes. En fait, ce sont des enfants qui ne sont pas sécurisés, qui n'ont pas appris, à cause d'une défaillance de leur niche sensorielle, ils n'ont pas appris à contrôler leurs émotions, ils parlent mal, ils ne savent pas contrôler leurs pulsions, ils passent à l'acte contre les autres ou contre eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas appris la manière de contrôler la pulsion, la parole et les rituels culturels de rencontre. On parle chacun à son tour, on écoute celui qui parle, et surtout, on a montré avec mon ami, mon élève Pierre Lemarquis, avec qui je travaille maintenant, qui est neurologue et musicien. Et on montre, Pierre Lemarquis, en tant que neurologue, a bien montré que la musique joue un rôle énorme dans la maturation cérébrale, parce qu'on entend d'abord la musique des mots avant d'entendre les mots, le contenu des mots. Et un enfant qui est entraîné soit à taper sur un tambour, soit à écouter de la musique, soit à chanter, soit même à apprendre un instrument de musique, comme le font les Asiatiques, eh bien, cet enfant a une maturation cérébrale de très bonne qualité. Et ces enfants-là arrivent à la parole avant les enfants qui n'apprennent pas de la musique. Et ces enfants-là, non seulement ils apprennent, il y a une maturation cérébrale, mais en plus, comme ils partagent une activité agréable, un jeu musical, ils jouent à la musique, ils jouent à parler, leur socialisation, leurs interactions affectives sont bien meilleures, et ces enfants-là acquièrent un attachement sécure de très bonne qualité. J'ai été invité au Japon et en Chine, où les travaux dans les théories de l'attachement et en résilience sont très avancés, de très bonne qualité, mais la culture japonaise, comme la culture américaine, est une culture du sprint, c'est-à-dire qu'on force les enfants à aller le plus vite possible et le plus fort possible. Ils font pareil en sport comme à l'école. Ils ont une école le jour, c'est l'école publique, et tous les enfants ont une deuxième école, c'est l'école privée. Quand les parents sont riches, ils ont une deuxième école dans des beaux appartements confortables et silencieux. Quand les parents sont pauvres, ils ont une deuxième école dans des cafés ou dans des caves. Et ces enfants sont tous surmenés, épuisés, crispés, et ils ne dorment pas assez. Et on sait que le sommeil joue un grand rôle dans la mémoire, dans la paix, la sécrétion des hormones de croissance et dans la mémoire. Ces enfants, donc, là, sont tous très fatigués. Quelques-uns surmontent cette immense épreuve et font des performances intellectuelles stupéfiantes. Un très grand nombre de ces enfants décrochent, les garçons plus que les filles, et ils décrochent parce qu'ils ne peuvent pas suivre la cadence. Et si je dis que les garçons décrochent plus que les filles, c'est parce qu'en neurologie, on sait qu'à l'âge de 12 ans, une petite fille a 2 ans d'avance sur un garçon au point de vue maturation neuropsychologique.
ce qui, au point de vue scolaire, est énorme, faramineux. Je ne sais pas si le mot faramineux existe en portugais, mais ça existe, faramineux. En portugais, c'est plus qu'énorme. C'est énorme, encore plus énorme. Ce qui veut dire que, je l'ai entendu au Japon et en Chine, l'école asiatique, au nom de la réussite professionnelle, la réussite sociale, est devenue une forme de maltraitance. Les enfants sont maltraités à l'école. Quelques-uns surmontent et font des performances scolaires stupéfiantes, la plupart dépriment, craquent, s'auto-agressent et les garçons s'isolent complètement. Ils préfèrent décrocher plutôt que subir l'école. Ils s'enferment dans des appartements avec des écrans et des cassettes pour tuer le temps et ils ne vont plus à l'école, ils ne participent plus ni à l'aventure sexuelle ni à l'aventure sociale, ils restent seuls, enfermés. Cette politique éducative est une catastrophe, surtout quand on la compare à la politique éducative des pays d'Europe du Nord, où il y a l'illettrisme et la petite délinquance a disparu en 10 ans. Donc ça veut dire qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Et l'enseignant, le parent, joue un rôle dans la transmission des émotions. Alors ça, les études sur les théories de l'attachement montrent bien que les émotions sont très contagieuses et que préverbalement, si on est anxieux, quelque chose passe et l'enfant prend sa part d'angoisse, d'où la nécessité de bien organiser, de se sentir bien soi-même pour offrir à l'enfant une niche sensorielle sécurisante. Or, tous les enseignants ne se sentent pas forcément bien. D'abord, le rythme de 1 heure qui vient de l'industrie est un rythme impossible pour les apprentissages. Personne ne peut suivre 1 heure de cours. Avec Montagnier, on a fait des électroencéphalogrammes avec des étudiants pendant 1 heure de cours. Au bout de 20 minutes, les 3/4 de la salle étaient déjà en sommeil lent. C'est-à-dire qu'ils étaient adaptés, ils ne pouvaient plus rien apprendre. Je pense que si on vous faisait un électroencéphalogramme maintenant, je pense que quelques-uns parmi vous seraient aussi en stade de sommeil lent. Donc, je vais essayer de vous réveiller en changeant de rythme. Comme j'ai du plaisir à bavarder avec vous, j'espère que mon plaisir est contagieux entre Toulon et le Brésil, et grâce aux machines miraculeuses, et j'espère que je vais vous empêcher de dormir. Donc, ça veut dire que ce plaisir est contagieux. Or, beaucoup d'enseignants, avec un cadre rigide, n'ont plus le plaisir d'enseigner. Et ça aussi, si on n'a pas le plaisir d'enseigner, les enfants n'ont pas le plaisir d'apprendre. Et le plaisir d'enseigner se fait par le jeu, par le sourire, par les éclats de rire, par gronder un enfant aussi. L'interdit fait partie de l'éducation. Tu ne peux pas tout te permettre, donc tu dois respecter l'autre, donc tu ne peux pas tout te permettre. Eh bien, ces émotions-là avivent la mémoire et on sait que déclencher des émotions par le jeu, par la musique, par les éclats de rire, par les disputes, en grondant un enfant, ça crée des émotions qui avivent la mémoire, alors que le respect d'un programme monotone, strict, engourdit la mémoire. Le seul avantage d'un enseignement strict, c'est de faire dormir les enfants. C'est le seul avantage. Donc, cette souplesse d'enseignant, alors certains enseignants sont malheureux parce que le programme est trop strict, et on en parle avec le ministre de l'Éducation. On va essayer d'assouplir les programmes, comme le font les pays d'Europe du Nord. Est-ce que l'enseignant doit être un comédien ? Certains comédiens jouent bien la comédie. Et certains, je pense que le plus sûr moyen de transmettre le plaisir d'apprendre, c'est de stimuler l'enseignant par la musique, par les jeux,
et par les activités extrascolaires. C'est souvent en dehors des heures de cours qu'on trouve l'occasion de se stimuler. Alors, pendant ce qui nous attend maintenant, alors, Jean-Pierre Pourtois, que Sandra connaît, a fait avec l'université de Mons, que Sandra connaît aussi, une petite université belge, qui actuellement a beaucoup d'enseignants de très bonne qualité qui font des travaux absolument passionnants. Il y a des travaux qui montrent que en Europe, aujourd'hui, un jeune qui rentre dans l'aventure sociale, on va dire il a 20 ans, il va changer de métier 4, 5 ou 6 fois au cours de son aventure sociale. Il va changer de couple 3 fois ou parfois même 4 fois au cours de son aventure affective. On constate que ça crée beaucoup d'instabilité. Alors avant, il y avait trop de stabilité. Les femmes le payaient très cher parce que comme elles n'avaient pas l'indépendance sociale, elles dépendaient d'un homme qui n'était pas toujours facile à vivre. Donc les femmes payaient très cher. Et maintenant, on est passé dans l'excès contraire. On fait des cultures avec beaucoup trop d'instabilité. S'il y a 6 à 8 métiers, il faut développer la formation continue. Donc, ça veut dire que l'université aura moins d'importance. De plus, en France actuellement, surtout depuis la pandémie, pratiquement tous les étudiants ont eu leur baccalauréat, sont devenus étudiants et on leur a donné pratiquement l'année universitaire. Il y a donc eu très peu de formation et pratiquement pas de sélection. Donc ça veut dire qu'il faudra faire la formation et la sélection plus tard. Donc ça va être cruel parce que ça va éliminer des jeunes après 3 ou 4 ans d'études, alors qu'il vaut mieux les éliminer, si on le pense, le plus tôt possible pour ne pas trop les faire souffrir. Or, on constate, Jean-Pierre Pourtois constate que sur une population d'enfants belges, aujourd'hui, moins de 1% seront, 0,7% seront maltraités physiquement et que 2,5% de ces enfants seront battus ou agressés sexuellement. Et probablement, on fait l'hypothèse, ce qui est énorme, 2% d'enfants agressés sexuellement, alors certaines enquêtes disent 3%. C'est énorme. C'est-à-dire que dans toutes les classes, tous les enseignants ont des enfants qui sont battus physiquement ou qui sont agressés sexuellement. C'est énorme. Or, la principale maltraitance, c'est l'isolement affectif qui touche 30% des enfants. Et on sait maintenant, grâce à la neuroimagerie, que les enfants battus physiquement s'attachent quand même à leurs parents maltraitants, que les enfants maltraités sexuellement, agressés sexuellement, auront un trouble de la représentation sexuelle qui peut les faire souffrir beaucoup plus tard que ce qu'on croyait. Et on sait que dans les enfants isolés affectivement, pratiquement tous ces enfants auront des altérations cognitives qu'on peut réparer par un processus de résilience si on s'en rend compte. Si la politique éducative s'en rend compte, on pourra rattraper beaucoup ces enfants, mais si on ne s'en rend pas compte, comme je l'ai vu au Québec chez les orphelins du Duplessis, où les enfants avec une institution religieuse étaient devenus hôpital psychiatrique parce que le prix de journée était meilleur, tous ces enfants ont été isolés sensoriellement, tous ont eu des retards, des troubles du développement neurologique et des retards cognitifs énormes. Et enfin, on a dans une carence, 14% des enfants, français et belges, pensent à la mort, pensent au suicide, les filles plus que les garçons. Les filles pensent plus, dans toutes les cultures du monde, les filles pensent plus au suicide que les garçons, et les garçons aboutissent plus au suicide que les filles, sauf depuis quelques années au Japon et en Chine,
où les filles pensent plus au suicide que les garçons et aboutissent plus au suicide que les garçons. C'est une preuve tragique expérimentale qui montre comment l'organisation sociale peut très bien pousser un grand nombre des enfants vers le malheur, vers les troubles du développement, vers les troubles de l'apprentissage et même vers le suicide. Donc, le décrochage est un phénomène qui concerne surtout les garçons, plus que les filles. Le sport est une activité cérébrale bien plus forte que ce qu'on croyait. L'art joue un rôle majeur, non seulement pour la musique qui maintenant est évaluée neurologiquement, mais j'étais un jour avec Sandra, qui se rappelle sûrement, je crois que c'était dans une favela à Rio, et j'étais avec Adalberto dans les favelas de Fortaleza. Et j'ai été enchanté de découvrir à quel point l'art jouait un rôle, était un facteur de résilience énorme. Alors ça ne va pas surprendre Sandra qui a fait une très jolie petite cassette sur la musique. Il faut absolument que tu la fasses montrer tellement elle est convaincante. Elle est convaincante, elle est belle et elle montre comment l'art, la musique joue un rôle affectif, relationnel, intellectuel, socialisant, en plus du plaisir, de l'étonnant plaisir que ça nous donne. Donc, mais il y a aussi le dessin. Le dessin, ça permet de supporter l'absence de maman. On fait un dessin, un bébé devient un créateur, sa mère n'est pas là, il se fabrique lui-même son objet tranquillisant avec un dessin. Et puis, il y a le problème de la migration qui va devenir en Europe un problème majeur parce qu'il y a les guerres du Proche-Orient et les avions, le train, les bateaux, même si beaucoup de migrants meurent pendant la traversée de la Méditerranée actuellement devient un cimetière de noyés d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient leur pays en guerre ou leur pays en détresse, avec des dictatures religieuses souvent. Et puis, il va y avoir la sécheresse qui va toucher l'Afrique, qui commence déjà à toucher l'Afrique et l'Europe du Sud, qui va aussi provoquer énormément de migration avec tous ces phénomènes qui vont être exacerbés. Donc voilà, les quelques idées que je voulais vous proposer, c'est que l'école est devenue un enjeu majeur des sociétés modernes, même dans les pays pauvres comme l'Afrique, où l'école prend une importance de plus en plus grande, sauf que en Afrique, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école parce que les parents préfèrent les faire travailler et que l'école souvent est payante et qu'on y envoie parfois un garçon de la famille et pas une fille. Donc là, on voit que là, il y a une injustice de genre et une injustice sociale qui est en train de se mettre en place, mais dans les pays qui peuvent développer la culture et l'école, on sait ce qu'il faut faire maintenant pour que l'école et que les enseignants éprouvent le plaisir d'enseigner, ce qui permettra aux enfants d'acquérir le plaisir d'apprendre. Voilà les quelques idées que je voulais proposer aux Brésiliens. Un grand merci, Boris. Sylvia, est-ce que tu veux faire la médiation entre les questions? Merci, Boris. Une partie déjà, je crois, que était répondue des questions, mais je crois que le professeur Guy peut vous poser d'abord une question, mais c'est sûr que déjà plusieurs choses ont été déjà plus claires, mais je passe la parole au professeur. Merci beaucoup pour cette brillante intervention. Je suis un admirateur de votre travail ainsi que de votre héritage intellectuel. La lecture de vos livres m'a beaucoup aidé dans mon travail comme éducateur. Ma question est, que conseilleriez-vous aux professeurs dans le contexte si difficile dans lequel nous nous trouvons pour qu'en plus de donner cours, nous intervenions comme tuteurs de la résilience? Alors, merci pour votre question, parce qu'en effet, ce que le monde entier est en train de vivre aujourd'hui
Ça n'est pas une crise, comme j'entends beaucoup des personnes politiques le dire, c'est une catastrophe. Ce n'est pas du tout la même chose. La crise, c'est un mot qui vient du monde médical. Il parle, soudain il tombe, il convulse, il se relève et il finit sa phrase, c'est la crise d'épilepsie, ça repart comme avant. Or, la catastrophe, ça vient du grec, kata, coupure, strophein, je prends un virage. Quand le virus sera éteint, malgré certains États qui ne croient pas au virus, ce qui favorise sa diffusion, quand les virus finissent toujours par s'éteindre. Et quand le virus sera éteint, on ne pourra pas reprendre comme avant, d'une part parce que la plupart des pays sont ruinés, parce que les enseignants ont perdu 1 ou 2 ans d'année scolaire. On a limité les dégâts grâce aux écrans. Et je pense que là, ce qu'on est en train de faire, c'est miraculeux, c'est de la magie. Il n'y a aucun argument rationnel ne pourra me convaincre que ce qu'on est en train de vivre, je ne connais pas. Vous vous rendez compte qu'on bavarde en temps réel alors que vous êtes à Rio et moi à Toulon et on bavarde comme si vous êtes dans mon bureau. C'est pas rationnel, ça c'est pas logique, ça ne peut être que magique. Alors, les écrans ont limité les dégâts, mais quand je faisais des cours de psychologie à Bordeaux, à l'école de magistrature. Et il y a une forte majorité de femmes qui sont très attirées par les métiers du droit et de l'enseignement. Et elles ont tellement de travail que j'ai cru les aider en faisant des cours par Skype ou par Zoom, comme on est en train de le faire. Au bout d'1 an, toutes les étudiantes m'ont dit, quand je leur ai dit, est-ce que vous voulez qu'on recommence l'an prochain? Pas question. Pourquoi? On s'est trop ennuyé. La fonction face à l'écran, c'est l'engourdissement. Et quand on a fait les examens à la fin de l'année, les résultats scolaires étaient mauvais. Face à un écran, on apprend mal, on apprend très peu. On peut limiter les dégâts, puisqu'on est en virus là, actuellement, c'est sûrement mieux que rien, mais ce n'est pas bien. Et je crois que le conseil qu'on peut donner à un professeur, c'est stimulez-vous pour être stimulant. Stimulez-vous avec vos amis, en faisant du sport, de la musique, ou en faisant une formation continue pour mieux comprendre votre propre discipline. Appartenez à un groupe de langue si vous êtes professeur, appartenez à un groupe d'histoire si vous êtes professeur d'histoire, etc. De façon, les rencontres sont très stimulantes parce que les rencontres déclenchent des émotions. Et que quand il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de mémoire. Quand on a travaillé avec les enfants abandonnés, ce que j'ai fait pendant des dizaines d'années, quand on travaille avec les enfants abandonnés, on se rend compte que pendant les périodes d'isolement relationnel, les enfants ont des trous de mémoire qui peuvent durer 1 an ou 2 ans tant qu'il n'y a pas de relation. La mémoire réapparaît quand il y a une relation et quand la présence de l'autre stimule l'enfant. Et que c'est l'interaction qui stimule la mémoire, c'est l'interaction qui motive l'enfant et qui lui donne envie de travailler pour plaire à son professeur. Tu as vu comme j'ai bien appris, tu as vu comme j'ai bien compris, c'est relationnel. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas un récipient passif dans lequel on déverse des informations. L'enfant est co-auteur de ce qu'il apprend. Mais il a acquis, avant la rencontre, comme je le proposais tout à l'heure, des facteurs de protection ou des facteurs de vulnérabilité, et l'enseignant lui-même, un enseignant sécurisé, devient sécurisant pour les enfants de sa classe, exactement la même phrase que je proposais tout à l'heure pour les mères. Une mère sécurisée est sécurisante pour le bébé qu'elle porte, même phrase pour l'enseignant, un enseignement sécurisé par son statut de professeur, par ses relations, des relations sécurisantes, par sa formation continue. Un enseignant sécurisé devient sécurisant
Et ça, c'est très contagieux. Et c'est pour ça qu'on constate qu'il y a des enseignants qui stimulent étonnamment les enfants de leur classe. Il y a des enseignants qui provoquent des motivations. J'en parlais l'autre jour avec des professeurs à l'université de Toulon. Presque tous avaient été motivés par un enseignant. Il y en a un qui était professeur d'université en anglais et qui me disait, mais moi, je trouvais que ma prof d'anglais était merveilleuse et je voulais apprendre l'anglais pour parler avec elle. Il a fait sa vie avec ça. Et il est devenu professeur d'anglais. Et je dois dire que votre serviteur, j'étais au lycée, j'avais un professeur de lettres que j'estimais beaucoup, et il y avait un concours général en France qui rassemble les meilleurs élèves d'une discipline. C'était un événement extraordinaire. On allait à la Sorbonne, il y avait des huissiers avec des chaînes autour du cou, c'était pompeux, il manquait que des trompettes pour nous accueillir. Bon, j'ai eu aucun prix, j'ai pas eu de prix, mais ça a été un événement extraordinaire. Je lui dois mon goût pour la littérature. Même si je suis devenu médecin, je continue à lire. Et je crois que ça, on peut tous le dire. Tous, je pense, on a connu un enseignant qui nous a stimulés. Merci, les enseignants. Vous êtes un prof très stimulant. Bruna, por favor. Merci, Boris. Notre goût a posé la question suivante. Est-il possible d'aider les adolescents à développer leur résilience? Quelles expériences sont nécessaires et importantes pour cela? Et est-il possible de penser à quelles seront les conséquences post-pandémiques pour ces jeunes? Alors, oui, merci. C'est la question logique. À l'adolescence, c'est une période sensible du développement des êtres humains. Et je pensais que, à l'adolescence, je pensais que les neurones allaient se développer parce que je me disais, il y a l'apparition des hormones sexuelles, des hormones de croissance, ça va stimuler le cerveau. Et la neuroimagerie montre exactement le contraire. C'est qu'à l'adolescence, il y a un élagage des synaptiques. C'est-à-dire que, comme pour un arbre, l'arborisation des neurones diminue. C'est-à-dire que le cerveau des adolescents devient adapté au milieu et il fait des performances intellectuelles en dépensant moins d'énergie parce que le cerveau est mieux circuité. Et les femmes, au moment de leur première grossesse, font un deuxième élagage synaptique, c'est-à-dire que leur cerveau fonctionne de mieux en mieux en consommant de moins en moins d'énergie. C'est exactement le contraire du préjugé que j'avais. Je croyais que le cerveau allait se développer. Il se réduit. Et c'est la réduction qui lui permet de faire de meilleures performances. C'est pareil pour nos bébés. Les bébés, en arrivant au monde, entendent tous les phonèmes de toutes les langues. 3000 phonèmes, ils les entendent. À l'âge de 10-20 mois, lorsqu'ils vieillissent, ils n'entendent que les phonèmes de leur langue. Les Japonais m'ont expliqué que une langue adulte, c'est entre 100 et 150 phonèmes, alors que tous les bébés entendent 3000 phonèmes. Et c'est la réduction qui leur permet d'entendre leur langue. Et dans la langue japonaise, il n'y a pas de différence entre le L et le R, ce qui, pour nous, posait des tas de problèmes de traduction, parce que même quand ils parlaient bien le français, et puis alors en anglais, ils sont pas très bons, ça reste entre nous, hein. Ils sont pas très bons parce qu'il n'y a pas cette prononciation anglaise. Et puis dans la langue portugaise, il y a ce joli chuintement que font les Portugais et qu'un Français est incapable de faire. Donc c'est des bruits de la bouche qui sont acquis au cours des premières années. Et c'est la réduction qui permet d'apprendre une langue. À l'adolescence, c'est la réduction qui permet de mieux s'adapter et de mieux résoudre les problèmes du contexte. Or, à l'adolescence, c'est une période sensible. Et on est très sensible à tout ce qui vient du milieu.
Si on est dans un milieu familial, mais à ce moment-là, la famille est moins importante, et les adolescents ont tous un rêve, l'apparition du désir sexuel, il faut quitter la famille. L'apparition de la fierté de devenir indépendant, il faut quitter la famille. Or, notre société actuellement ne permet pas aux adolescents de quitter la famille. Ils ne peuvent plus apprendre de métier, ils ne peuvent plus faire des études en France. Tout est engourdi par la pandémie. Ils s'adaptent à cet engourdissement en se mettant dans leur lit avec un ordinateur, et beaucoup de garçons décrochent, plus que les filles. Donc ça veut dire qu'il y a là pour eux une période grave qui fait qu'on estime que beaucoup d'adolescents ne pourront pas reprendre leurs études, ils ne pourront pas raccrocher. Donc on est en train de rater, à cause de la pandémie, une période sensible du développement du cerveau d'un adolescent. Mais sur le plan culturel, il y avait en France ou en Europe aussi une grave défaillance, c'est qu'il n'y a pas de relais institutionnel entre la famille et la culture. Quand j'étais enfant, je fais partie d'une génération où 3% des enfants allaient jusqu'au baccalauréat. Les autres allaient à l'usine. Les filles allaient à la maison. Elles devenaient très vite mères de famille. Toutes mes amies, mes copines d'enfance à 20 ans avaient déjà 1 ou 2 enfants. Et les garçons, à 15 ans, étaient presque tous à l'usine, à la mine, et ils travaillaient énormément. Donc il y avait un arrêt du développement, pour les femmes, arrêt du développement intellectuel et surtout social, et pour les hommes aussi, parce que j'ai soigné des ouvriers, j'ai soigné des mineurs qui travaillaient 12 heures par jour et qui mouraient de silicose entre 45 et 50 ans, et qui ne voyaient la lumière du jour que 1 mois ou 2 par an. Donc les femmes étaient entravées socialement, mais les hommes, cette domination masculine n'était pas toujours un avantage. Et cette culture n'existe plus. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de relais entre un adolescent qui doit quitter sa famille et qui ne peut plus s'engager dans l'aventure sociale parce qu'il n'y a pas d'apprentissage professionnel, parce que les universités sont ralenties. Et là, je pense qu'on va avoir un énorme problème à résoudre. En France, on en a parlé ce matin avec le ministre, par Zoom. Merci Saint-Zoom, on va le béatifier, on va béatifier le Zoom, et on en a parlé, il n'y a pas de relais, et il va se passer probablement un phénomène très grave pour la socialisation de ces garçons et de ces filles. Merci, professeur Boris. Maria Fernanda, por favor. Oui, merci Boris. Ma question est la suivante. En ces temps de pandémie, on a entendu certains jeunes dire que l'année a été perdue, que tous les jours se ressemblaient. Comment les aider à envisager des rencontres importantes à travers des sens, des buts, au moyen de narratives? Alors, c'est vrai que le monde entier est en difficulté actuellement. C'est des difficultés inégales, mais le monde entier est en difficulté. Et pour les enfants, les petits-enfants, on a noté un retard d'interprétation des mimiques faciales et un retard de langage. Mais je crois que ce n'est pas grave dans la mesure où quand on commence à enlever le masque, les Anglais enlèvent le masque, en France aussi on commence à enlever le masque, à la maison on ne porte plus de masque, et on voit que les enfants, les petits-enfants, rattrapent leur retard très rapidement. Donc oui, pour les petits-enfants, il y a un retard du traitement des mimiques faciales et des mots, parce que regarder maman parler, c'est apprendre les mots qu'elle prononce, c'est apprendre la langue maternelle. Ça, les enfants ont un retard, mais je crois que ce n'est pas grave. La plupart de ces enfants rattraperont leur retard. En revanche, pour les adolescents, je pense que c'est grave. On a évalué à 40% le nombre d'adolescents qui actuellement dépriment, parce qu'ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus aller dans la rue, aller au cinéma, aller écouter de la musique. Ils s'adaptent sur leur lit avec des écrans, ils s'engourdissent complètement. Neurologiquement, ils sont en train de rater 1 an d'apprentissage
l'adolescence, c'est le moment où on apprend à apprendre. On apprend très vite. Et là, ils ont raté au moins 1 an et peut-être 2. Alors, je parlais du décrochage scolaire qui existe, et les filles aussi décrochent, pour des raisons probablement différentes des garçons, mais les deux décrochent. Donc, je pense que là, il va y avoir, si on ne fait pas des réformes pour ce rattrapage, je pense que là, il va y avoir, on va fabriquer beaucoup de malheur. Et je pense que les Brésiliens vont fabriquer du malheur aussi, parce que le virus au Brésil est encore très actif, et que probablement le confinement va durer plus longtemps qu'en Europe, pour des raisons que vous connaissez et que le monde, entier connaît, et que ça va être une grave agression pour vos adolescents. Alors, je pense qu'on en a parlé ce matin avec notre ministre, et on a dit qu'il faudra développer la formation continue pour que les adolescents puissent rattraper plus tard les années d'apprentissage qu'ils ont perdues cette année, l'année dernière, et que probablement l'année qui vient va être un peu difficile aussi. Donc en France, en Europe, il y aura 2 ans gâchés. C'est beaucoup dans la vie d'un adolescent qui a 20 ans, c'est 1/10 de sa vie. Donc peut-être on essaiera de rattraper avec la formation continue. Mais je pense que pour cette génération-là, il y aura beaucoup de dégâts. Pour les personnes âgées, il y a eu énormément de dégâts malgré le vaccin, beaucoup de morts qui auraient pu vivre encore. Et surtout, les personnes âgées transporter le virus, ce qui n'est pas le cas des enfants. Donc, il va y avoir... Et l'ennui, après une période d'épidémie, en Amérique du Sud, il y a eu des épidémies terrifiantes. Quand Cortés est arrivé en Amérique du Sud, il a apporté avec lui la variole, il a apporté avec lui la grippe, et sur un continent où il y avait 22 millions d'Indiens, quelques années plus tard, il restait 2 millions d'Indiens. C'est-à-dire que les autres ont été tués un peu par Cortés et beaucoup par des épidémies. C'était une contrainte à faire des révolutions et à inventer une nouvelle civilisation. Ce qui s'est passé, c'est les civilisations d'Amérique du Sud que j'aime beaucoup parce qu'il y a la musique, il y a la couleur, il y a la caipirina, il y a des tâches. Donc c'est vraiment un continent très, très gai malgré les difficultés économiques. C'est un continent où on est très stimulé, c'est un continent où j'aime beaucoup y aller. Mais en France, en Europe, en Occident, on a connu la même chose. Il y a eu à Marseille, beaucoup d'épidémies de peste sont parties de Marseille. L'épidémie de 1348 a tué 1 Européen sur 2 en 2 ans. Et 2 ans après, il a fallu inventer une autre culture. Et quand on fait le bilan des sorties d'épidémies qui sont très fréquentes dans toutes les civilisations, schématiquement, il y a 3 évolutions. Ou bien on veut remettre en place les causes qui ont provoqué l'épidémie, c'est ce qu'on a fait en France, après les épidémies de peste, à cause de la route de la soie, on recommençait le commerce de la soie. Quand un rat transportait le bacille de la peste, pour gagner un peu d'argent, les commerçants débarquaient la soie la nuit avec le bacille de la peste, et il y avait tous les 3 ans, il y avait une nouvelle épidémie de peste. Alors ça, c'est la première, ou bien on remet en place les principes d'hyperconsommation et d'hypercirculation, et dans 1 an, 3 ans, il y aura un nouveau virus, une nouvelle épidémie. La deuxième voie et solution tragique, c'est la dictature. En Europe et en Amérique du Sud, peut-être encore plus, en Europe, on sait que quand un pays est en chaos, arrive toujours un sauveur qui dit « moi j'ai la solution, votez pour moi et je vais vous sauver ». C'est un escroc culturel et beaucoup actuellement, en Europe, beaucoup de dictateurs ont été élus démocratiquement parce que les gens votent pour lui, parce que pour les sauver du chaos. Quand on se noie, on s'accroche à tout ce qui flotte. Mais par bonheur, la troisième solution, c'est celle de la résilience, c'est-à-dire la renaissance. Remettre en place une nouvelle manière de vivre ensemble.
l'école, comme vous m'avez invité à partager avec vous, l'école est un nouveau facteur de socialisation, c'est un nouveau organisateur social. Il est important de donner aux enseignants et aux familles qui participent à l'enseignement, parce que les troubles exprimés à l'école sont souvent des troubles acquis dans la famille. Donc, les familles ne sont pas exclues de l'école. Et des familles où on parle beaucoup, où il y a beaucoup, on aide, on entoure beaucoup les enfants sont bons à l'école. Alors que les familles où on parle peu parce qu'on est malheureux, où on ne peut pas se faire aider, eh bien ces enfants ne sont pas bons à l'école. C'est-à-dire que l'intelligence scolaire n'est pas attribuable au cerveau. L'intelligence scolaire est attribuable à la relation affective, à la famille et relation avec les enseignants. Donc maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce que nos dirigeants, est-ce que vos dirigeants vont le faire? Alors là, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un pari à prendre, mais on a le choix entre 3 évolutions. La peste, Camus décrit très bien ce qui se passe avec la recherche d'indifférence. La peste, la dictature ou la Renaissance. Choisissez. Bon, il y a une deuxième question qui est dernière question, pardon, d'une personne qui n'est pas là, mais que c'est Dada, que vous admire beaucoup, que c'est une prof historique dans l'école. Mais je crois que vous avez déjà dit beaucoup de choses sur la question qu'elle a posée, parce qu'elle s'inquiète sur quel est le rôle des profs à ces moments tellement durs de pandémie, et comment ces enfants, que ce soit petits ou que ce soit adolescents, comment les profs peuvent les aider à trouver cette résilience. Mais je crois que vous pouvez nous dire, pour finir ces journées d'aujourd'hui, quelques mots que vous avez déjà expliqués. Mais si vous pouvez encore répéter, ça sera super, pour que le temps à l'école ne soit pas un temps perdu et un temps gagné. Alors oui, c'est une question importante parce que tout le monde se pose cette question actuellement. Alors, pour les petits-enfants, sécurité, sécurité, sécurité. Ils se débrouilleront pour reprendre. Il y aura un rebond d'attachement. C'est-à-dire que, on l'a vu en France, les petits-enfants qui ont pris du retard sont tellement contents de retrouver leurs camarades de classe et leur gentille maîtresse, le gentil professeur. Ils sont tellement contents qu'ils rattrapent leur retard étonnamment vite. Ce qui n'est pas le cas des adolescents. Et pour les adolescents et pour les jeunes, actuellement, les profs, la famille, la culture du sport, culture de l'art, culture de la musique, la culture doit éveiller les adolescents qui sont très agressés par la pandémie, par l'isolement affectif et social. Et ce n'est pas seulement les professeurs, c'est les profs, la famille et la culture qui doivent s'associer pour redynamiser les adolescents et leur permettre de rattraper leur retard à un moment sensible de leur développement. Merci, professeur. Je passe les mots à Sandra pour finir notre matinée d'aujourd'hui. Bon, d'abord, on vous remercie beaucoup pour cette rencontre, comme toujours, très agréable et très profonde. J'aimerais bien ajouter quelques réflexions et de poser une question. Je pense qu'on a comme professeur un grand défi avec les écrans. On avait déjà le défi de ne pas avoir les enfants, les élèves, comme des êtres passifs à recevoir les informations. Mais avec les écrans, notre défi, c'est encore plus grand
parce que c'est une autre façon d'apprendre, c'est une autre façon de relation. Il y a aussi une présence, mais c'est une présence d'une autre façon. Et c'est ça notre défi. Comment faire ce que Humberto Maturana, qu'on vient de perdre, et nous a appris que le jeu, on a à chaque fois qu'on arrive à fixer l'attention au présent. Même si on n'a pas la musique, les choses gaies, il y a des interactions qui enlèvent le passé et le futur et on arrive à penser juste au présent. À chaque fois que ça arrive, Humberto Maturana nous dit c'est aussi le jeu. Il peut être une activité scolaire. Et à propos de ça, j'ai pensé à vous demander de parler un petit peu sur l'importance de l'acte d'écrire. Tu as bien développé dans les livres La nuit, j'écrirai le soleil. Et aussi, si je peux développer un peu plus l'enjeu du contexte, l'importance du contexte dans la construction de la subjectivité que tu as bien développé dans, je pense que c'est ton dernier livre, Des hommes et des saisons. Alors oui, alors l'écriture est un facteur de résilience précieux, mais il n'est pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire que tout dépend comment on écrit. Si on écrit pour ruminer, on est de plus en plus mal. C'est ce qui caractérise le syndrome psychotraumatique. On pense toujours à la même chose, on répète, on ne pense qu'à ça, ça revient la nuit sous forme de cauchemar. Et comme disent les gens très justement, je ne m'en sors pas. Alors que l'écriture est un facteur de résilience quand il s'agit de chercher à comprendre et à remanier la représentation du malheur qui nous est arrivé. Il ne s'agit pas de répéter le malheur qui nous est arrivé, il s'agit de remanier le malheur qui nous est arrivé, soit par la poésie, soit par le théâtre, soit par un essai psychologique, il faut que je comprenne ce qui m'est arrivé, soit en donnant sens au malheur qui nous est arrivé. Et là, l'écriture devient un facteur de résilience. Donc, c'est pareil pour la parole. Si on dit toujours la même chose, ce que font les syndromes psychotraumatiques, hein, pourquoi il m'a fait ça, je vois toujours la même image d'horreur, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi j'ai été laissé seul, et les gens sont de plus en plus mal. Alors que si on se sert de la parole pour remanier, à ce moment-là, on change la représentation. On ne change pas ce qui nous est arrivé, le malheur, on l'a reçu, le malheur est arrivé. Mais la représentation de ce qui nous est arrivé est changée. Parce que nous, êtres humains, on peut souffrir deux fois. On peut souffrir une première fois du coup qu'on reçoit dans le réel, et on peut souffrir une deuxième fois de la représentation du coup qu'on a reçu dans le réel. Et là, on peut le remanier. D'où la nécessité des ateliers d'écriture, la nécessité de la parole, des lieux de parole, le théâtre, le café, le restaurant. Actuellement, ils sont fermés et pourtant, le restaurant, c'est des lieux de parole. Bien sûr, on y va pour manger, mais on y vient surtout pour parler. On y va. Et actuellement, c'est en difficulté. Mais ça, je pense que ça va se remettre en place. Mais on a donc des facteurs on sait ce qu'il faut faire, on a des facteurs de résilience. Je pense qu'on va en faire vivre un grand nombre, mais je pense quand même qu'il y aura des séquelles. On verra, on en reparlera. Bon, alors, malheureusement, on doit se quitter. Merci à vous tous. Merci, professeur Boris, pour votre générosité. Ça a été extraordinaire. J'aimerais que vous disiez un mot, chacun, si vous voulez. À ce moment, tout le monde peut ouvrir ses microphones et dire quelque chose avant de partir.
Mais d'abord, merci. Merci à tout le monde pour être là et j'espère vous rencontrer bientôt. À bientôt. À À bientôt. bientôt. À bientôt.